Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space Web TV par WebAgri. On est là avec deux éleveurs de chèvres pour parler de l'attractivité de la filière caprine et du renouvellement des générations. Alors pour cela, sur le plateau, on reçoit Michael Lamy. Donc vous êtes du Maine-et-Loire, président du conseil caprin d'Agrial et vice-président de l'ANICAP, l'interpro de la filière caprine. Et Franck Merel, donc éleveur en Ille-et-Vilaine et président de la filière caprine pour le GIE Élevage Bretagne. On va commencer avec vous, Franck Merel. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu votre système d'élevage et d'exploitation sur la partie caprine? Oui, je me suis installé en 1999. Les chèvres sont arrivées sur l'exploitation en 1985. Donc il faut savoir qu'en Bretagne, ce n'est pas une région naturelle ou historique au niveau de la production caprine. Donc on a démarré un petit peu avec nos moyens, mais on a réussi à bien s'approprier l'animal. Et aujourd'hui, donc, on a un atelier de chèvres, on est 5 associés, 3 salariés. Donc on est une exploitation, ce qu'on appelle en GAEC, donc c'est un groupement d'exploitation agricole qu'on a mis en commun et dont on est multiproduction et dont on a un atelier de chèvres laitières sur l'exploitation. On produit du lait, on va dire ce qu'on appelle en filière longue, où on vend notre lait à une laiterie pour le transformer en fromage. Et depuis 2017, on a développé une production de transformation à la ferme, où là, on transforme une partie de notre production laitière en fromage qu'on vend à des grossistes. Quelle part ça représente? Donc aujourd'hui, ça représente à peine 10% de la production globale de l'exploitation. Comment est votre système fourrager? Comment vous les nourrissez, ces chèvres? Alors les chèvres, on les nourrit avec une base de déshydraté de luzerne. Donc l'histoire fait qu'en Bretagne, nous avons une usine de déshydratation qui est basée à Domanier, à 6 km de l'élevage, qui déshydrate le fourrage récolté sur notre exploitation. Donc c'est par ce biais d'organisation de filière qu'on a développé l'alimentation, ce qu'on appelle l'alimentation sèche sur nos animaux. Ça amène, une sécurité alimentaire, une tranquillité d'esprit pour l'éleveur, parce qu'en termes de récolte, on ne s'occupe de rien, et une performance technique derrière sur la production. Oui, la base luzerne, alimentation luzerne plus grain, c'est typique des élevages de chèvres. Chez vous aussi, ça fonctionne un peu de la même manière, Michael Lamy? Alors, tout à fait. Moi, j'ai aussi, c'est les conditions pédoclimatiques qui le permettent avant tout, mais j'ai aussi, sur mon exploitation de 260 chèvres, une alimentation à base de luzerne essentiellement et de céréales produites sur l'exploitation, du maïs grain. Par contre, de la luzerne que je récolte en foin ou en enrubanage. Et, du coup, donc la filière caprine se porte plutôt bien et a beaucoup évolué ces dernières années. Qu'est-ce qui se passe un peu si on reprend l'historique? La filière caprine, oui, la filière caprine va bien. Voilà, avec son lot d'aléas comme toutes les filières d'élevage, de volatilité, de hausse des coûts de production qu'on a pu vivre là ces dernières 6 mois avec le conflit en Ukraine, mais hausse des coûts de production qui étaient déjà initiés avec la sortie du Covid. Mais globalement, la filière est plutôt bien structurée, bien organisée, avec un aval qui est bien structuré et qui a permis d'appréhender lors des négociations commerciales correctement ces inflations pour pouvoir accompagner les producteurs correctement pour faire face à ces hausses des coûts de production. Ceci est aussi permis avec nos débouchés et nos marchés qui sont plutôt bien orientés, avec une consommation de fromage de chèvre qui est dynamique, qui croît, bon an mal an, quand même tout le temps, un petit peu tous les ans, ce qui permet à la filière de bien se porter, je dirais, de l'amont à l'aval.
Nous y reviendrons. Et aujourd'hui, c'est combien d'éleveurs de chèvres en France? Comment ça se répartit entre la filière longue et la filière courte, on va dire plutôt transfo et vente directe? Donc la filière caprine, il faut retenir que c'est 5000 éleveurs de chèvres en France, avec la particularité et la spécificité, c'est qu'on a la moitié des éleveurs qui sont en filière dite longue, hein, qui livrent à des laiteries, des laiteries qui peuvent être à la fois des PME, mais aussi des grands groupes coopératifs ou privés, nationaux, voire internationaux. Et donc l'autre moitié en filière courte, donc en fromage fermier. Et c'est vraiment une spécificité de la filière caprine. Oui. Énormément de production fermière, ce qui est assez rare dans les autres filières, tout à fait. Et par contre, avec une présence qui n'est pas homogène sur tout le territoire français, avec des présences fortes sur la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de Loire, la Bretagne, en partie seulement pour la filière longue. En filière fermière, on est sur toute la Bretagne, mais sur la filière longue que sur une partie, la région centre, Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Justement, aujourd'hui, si on veut s'installer en filière longue ou reprendre une ferme, où est-ce qu'on peut être collecté aujourd'hui en lait de chèvre par exemple, un laitier ou même un bâtiment volaille qui voudrait se reconvertir en lait de chèvre, on peut faire ça partout en France, où il y a quand même des zones où on ne peut pas forcément être collecté quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, non? Donc en fait, lorsqu'il y a un projet, il faut prendre contact avec les différents réseaux qui existent, donc les laiteries qui sont historiquement présentes dans les régions concernées, pour voir avec elles le périmètre collecte, et si la zone géographique où le jeune ou moins jeune a un projet correspond à une zone historique de collecte, sachant que l'histoire fait que les zones de collecte se développent quand même, hein. Historiquement, par exemple, sur le nord des Pays de Loire, il y avait peu de collecte, et puis progressivement, il y a des drapeaux qui ont été plantés et la zone qui a été étendue. Aujourd'hui, en fait, la collecte laitière est permise sur toute la Nouvelle-Aquitaine, toute la zone Pays de Loire. Et sur la Bretagne, vous avez tout le Morbihan, où il peut être collecté du lait par des entreprises. Toute l'île-et-Vilaine, une toute petite partie des Côtes d'Armor. Donc c'est des zones qui s'étendent. C'est des zones qui s'étendent. Voilà. D'accord. Quand on pense installation en chèvre, on imagine dans l'imaginaire de beaucoup de gens, on voit plutôt avoir un petit élevage avec transfo, avec vente directe. Mais quand même, il y en a beaucoup qui déchantent. Ça reste difficile de faire ces trois métiers à la fois. Quel conseil vous donneriez-vous, Franck Merel, par exemple, vous qui faites les deux? Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait les deux, mais on a démarré, je dirais, ce qu'on appelle en filière longue, c'est-à-dire avec une livraison de notre lait à une laiterie. Je pense qu'il n'y a pas de projet écrit, hein, sur le papier avec un modèle bien précis. Je pense qu'avant tout, les porteurs de projets doivent être sur un projet, qu'ils doivent s'approprier leur propre projet. Et ensuite, on doit aussi pouvoir raisonner son projet. Alors, on le raisonne de manière géographique, forcément, hein, c'est-à-dire que là, il ne faut pas aller s'installer ou aller rechercher une ferme où il n'y a pas de collecteur de lait. Si on veut aller en filière longue, c'est ce qui est logique. Mais c'est aussi sur la partie transformation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire la chèvre, c'est un animal qui me plaît bien, je vais m'installer. Non, je pense qu'il y a toute une étude économique, une étude de viabilité, on va dire, de l'exploitation qu'il faut prendre en compte avant l'installation. Et ensuite, il faut aussi s'approprier l'animal en tant que tel. Si on n'a pas d'histoire avec l'animal ou s'il n'y a pas de génération avant nous qui y travaillaient, qui peuvent nous apporter cette formation requise pour avoir une réussite dans notre projet. Justement, quel conseil vous donneriez à un jeune qui voudrait se lancer en chèvre? Le premier conseil, c'est on va dire d'aimer l'élevage, c'est-à-dire d'aimer les animaux avant tout, parce que ça reste un animal qui demande quand même de la présence, qui demande, mais aussi qui demande aussi de l'organisation. Hein. Ça reste, on va dire, un élevage qui doit se raisonner en termes de
d'organisation du travail pour éviter justement les surcharges de travail. Mais c'est avant tout aussi un animal, un mammifère, donc il faut aussi aimer, on va dire, le contact avec les animaux et ensuite, après, derrière, une démarche économique, hein, c'est-à-dire une filière économique, parce qu'on sait très bien que les premières années, on est toujours motivé, on a toujours l'attrait du métier et qui nous rend, on va dire, invincible. Mais si on veut au bout d'un moment, ça ne paye pas. Voilà, si on veut durer dans le temps, je pense qu'il y a aussi une partie économique à prendre en compte. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se former, ça existe. Il y a des offres de formation existantes et suffisantes. Michael Lamy. Donc les offres de formation, elles existent. Alors bien entendu, il y a moins d'offres et d'établissements qui dispensent des formations spécifiques sur la filière caprine qu'on peut en avoir sur la filière laitière en vache ou en porc, etc. Bon, maintenant, elles existent quand même. Le conseil que nous, en tant que représentants de la filière, on peut apporter, c'est déjà il faut avoir une formation agricole de base, hein, type bac pro, BTS, production animale ou axe. Et puis après, lorsqu'on veut avancer sur un projet caprin, être un petit peu mobile et aller sur des certificats de spécialisation. Mais aujourd'hui, il y en a dans toutes les régions. Il y en a en Bretagne, il y en a en Pays de Loire, il y en a en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'offre existe et c'est absolu. Je rejoins Franck, c'est central, hein, de se former avant de devenir éleveur de chef, quoi. La filière caprine a un gros avantage, du moins ces dernières années, c'est sa visibilité à long terme. On sait que c'est un produit où il y a peu de concurrence internationale. Il y a une vraie visibilité sur le prix à long terme, contrairement à d'autres filières d'élevage. Ça permet d'avoir des financements, de créer des business plans sur plusieurs années pour quelqu'un qui voudrait s'installer. C'est vrai que on a la chance d'être dans une filière avec un aval qui est structuré. Alors, la filière est petite, hein, le marché va bien et on est sur des débouchés où on n'a pas de volatilité comme on le voit sur d'autres productions agricoles aujourd'hui, puisqu'on est sur des monoproduits, essentiellement des bouchées fromagers, un petit peu d'ultra frais, à destination des GMS, mais il n'y a pas de produits industriels qui amènent une volatilité assez forte. Donc ça, c'est une des premières raisons qui fait qu'on est assez serein en termes de débouchés et de valorisation. Le second, et qui n'est pas des moindres, c'est que ces 10-15 dernières années, la filière du côté de son aval s'est plutôt bien restructurée. Nous avons fait le job, je pense. Et au niveau de ma coopérative, par exemple, l'histoire a fait que nous avons restructuré un certain nombre et aggloméré au travers des fusions un certain nombre d'opérateurs caprins pour assurer et assumer un vrai leadership sur la filière. Et du coup, voilà, le marché est en croissance. On a des entreprises privées ou coopératives qui sont plutôt en bonne santé, qui sont en recherche permanente de création de valeur, sans forcément affaiblir le voisin. Et ça nous permet d'avoir des perspectives sur le long terme. Dans 10-15 ans, il y a peut-être des choses bien entendu qu'on ne maîtrise pas. Mais sur le court et le moyen terme, ça nous permet d'avoir des perspectives. Et par exemple, aujourd'hui, un porteur de projet, on est en capacité de lui garantir son prix pour les 5 prochaines années. Ce qui rassure beaucoup le banquier. Ce qui est quand même rare aujourd'hui. On ne peut pas dire ça en lait de vache ou en porc ou en quoi que ce soit d'ailleurs. Pour commencer, est-ce que le salariat est une bonne piste d'entrée aussi, en plus de la formation? On sait que c'est difficile de recruter dans les filières d'élevage, mais est-ce que justement la chèvre n'a pas un attrait supplémentaire pour beaucoup de salariés? Je pense notamment qu'il attire peut-être un public plus féminin. Oui, c'est vrai que je dirais la première expérience qu'on peut dire, c'est vrai que le salarié, c'était une bonne porte d'entrée, on va dire, pour l'élevage caprin et apporter une expérience et acquérir de l'expérience dans cet élevage-là. Parce que c'est ce que je dis souvent, sur l'élevage de chèvres, tant qu'on n'a pas passé un an,
On n'a pas tout connu, on va dire, de l'élevage, étant donné qu'on est sur des animaux, ce qu'on appelle un cycle sexuel saisonnier. Donc on a des périodes on va dire, de mise bas, on a des périodes assez marquées ou plus fortes, on va dire, qu'un élevage de vaches laitières. Ils peuvent même permettre de fermer la salle de traite l'hiver. Voilà, c'est ça peut être un désavantage. Hein, donc c'est ça l'avantage. Mais aussi, alors forcément, comme dans toutes les filières, hein, on est à la recherche où on a une demande aussi assez forte de salariés et d'offres d'emploi dans notre filière. Et l'avantage, c'est qu'on peut aussi attirer, ou du moins la filière caprine attire aussi beaucoup de femmes, parce qu'on reste sur des animaux à taille plus réduite, sur des élevages aujourd'hui, ou du moins des conduites de troupeaux qui se sont énormément mécanisés. Donc, la pénibilité s'est améliorée. Ouais. Elle est beaucoup moins forte, avec des matériels de traite, des distributions de fourrage mécanisés. Et donc, c'est vrai qu'on a la chance, je dirais, aujourd'hui d'attirer un public plus féminin. Donc ça peut aussi être un atout dans nos élevages où on demande beaucoup de rigueur. Eh bien, merci messieurs. Et puis je vous invite à aller visiter au Space ou ailleurs et de vous renseigner auprès des acteurs de la filière caprine. Merci.